Bonjour à tous et bienvenue chez Parole aux PME, le podcast de l'agence Exprimée qui dresse le portrait de chefs d'entreprise français. Régulièrement, nous vous ferons découvrir le parcours de ces entrepreneurs qui œuvrent au quotidien pour leur société. Et aujourd'hui, pour inaugurer ce premier épisode, nous recevons Maxence Chaban, directeur général du groupe Chaban, une entreprise spécialisée dans l'industrie du métal. Bonjour Maxence. Bonjour, donc moi je suis Maxence Chaban, comme vous avez dit, j'ai 38 ans. Je dirige l'entreprise Chaban. On est organisé comme un petit groupe industriel basé à Saint-Galmier dans la Loire, à côté de Saint-Étienne. J'ai peut-être oublié de dire, je suis père de 3 enfants et marié. L'entreprise que je dirige est une PME d'un petit peu plus de 100 personnes, spécialisée dans 3 secteurs, 3 branches. Une branche où on fabrique des accessoires pour les plaquistes et les façadiers qu'on vend chez les négoces en matériaux, donc de l'industrie. Une branche aussi industrielle qui est où on est sous-traitant dans ce cadre-là, et notre savoir-faire se tourne autour du travail du fil métallique, la fabrication de ressorts en sous-traitance pour d'autres industriels. Et puis une dernière branche qui est plus récente où on fabrique des produits solaires, autonomes en énergie, la plupart du temps solaire, pour le marché africain à l'origine et puis maintenant pour le marché français. On va essayer d'un peu mieux vous connaître. Alors, c'était quoi votre rêve professionnel quand vous étiez enfant ? Donc moi je suis né dedans, puisque l'entreprise que j'ai reprise, je l'ai reprise derrière mon père, qu'il avait lui-même repris derrière mon grand-père. Donc je suis la 3e génération de dirigeants. Depuis tout petit, le week-end de temps en temps on passait à l'usine, courir dans les ateliers. On avait souvent notre père dans son quotidien de chef d'entreprise qui passait des coups de fil même si on était en vacances et qui on entendait parler de travail. Et depuis maintenant très longtemps, je sais que je veux me diriger vers une carrière professionnelle tournée autour de la direction commerciale de l'entreprise, en tout cas privée, de type PME certainement. Et puis ça s'est affiné au fur et à mesure de mes études, où j'ai fait un choix donc, de faire des études d'ingénieur. Donc j'ai fait un bac S, après j'ai fait une prépa, maths P, et puis une école d'ingénieur. Ça s'est pas très très bien terminé, donc j'ai décidé de quitter cette école. Pas très bien passé. L'école ne me passionnait pas. J'avais bien aimé la prépa, bizarrement, mais je n'avais pas adoré l'école. Et j'ai décidé de changer de cursus en cours, de route. Tant pis, j'ai fait une croix sur mon diplôme d'ingénieur. Et donc je me suis inscrit dans une école de commerce. Et puis, par le hasard, fait que j'ai jamais attaqué l'école de commerce, puisque j'ai eu un petit incident de santé qui m'a rapproché du monde du travail. J'ai trouvé un job étudiant alors que j'étais en convalescence, et puis je suis rentré dans l'entreprise qui m'a embauché en fait, là où je faisais mon job étudiant. C'était une entreprise qui faisait du mobilier, et je suis resté un mois ou deux pour donner un coup de main, donc l'été. Et puis ils m'ont embauché en me disant j'ai un responsable qui part, t'as un cursus qui m'intéresse, voilà. Ils me connaissaient bien, j'étais tout jeune, j'avais 23 ans, mais ils m'ont embauché à un poste de direction en plus, d'une petite activité, il y avait 20 personnes. Mais bon, j'ai mis les pieds dedans tout de suite, hein. Ça a été difficile. En plus, l'entreprise, il venait de se séparer du dirigeant parce que ça allait mal. Donc l'entreprise allait mal, la petite entreprise que je reprenais au sein de son groupe. Et j'ai œuvré pendant 4 ans au maximum de ce que je pouvais. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris à ses côtés, tous les aspects de la PME. Et puis bon an mal an, j'ai essayé de redresser un peu cette activité, même si c'était pas évident, c'était un secteur d'activité assez concurrentiel. Voilà, et ensuite j'ai quitté donc cette entreprise parce que mon père arrivait à la soixantaine et m'a faisait un peu un appel du pied en disant si tu viens pas, je vais finir par vendre l'entreprise, donc il faut que tu te décides. Et puis j'ai pris ma décision, c'était pas évident parce que j'aimais bien ce que je faisais.
j'ai pris la décision de remonter donc dans ma région natale pour prendre rentrer dans l'entreprise familiale. J'ai fait une petite trêve entre les deux, puisque je suis parti 6 mois faire le tour de l'Asie en vélo avec ma compagne. J'avais besoin d'une coupure, puis j'avais besoin de faire ce voyage parce que j'étais sorti de mon école, tout de suite rentré dans le monde professionnel, alors que je pensais continuer ma vie d'étudiant. Donc j'ai eu besoin d'aller faire un truc un peu différent, quoi, faire une vraie coupure. Et donc c'était super, parce que pendant 5-6 mois, j'étais coupé du monde, de l'autre côté de la planète. Et quand je suis revenu dans l'entreprise familiale, du coup, je suis revenu avec mon expérience professionnelle et aussi mon expérience, de voyage qui m'avait beaucoup aussi permis d'ouvrir les yeux sur le monde, quoi. Et il y avait une hésitation ou l'entreprise familiale, ça a été logique de suite, pas de refus, vous y êtes allé direct? Non, il y avait une hésitation. Il y avait une hésitation pour deux raisons. La première, c'est que le secteur d'activité que je quittais me plaisait beaucoup. Il y avait pas mal de design, etc. Et donc là, j'allais me retrouver plus dans le métal, dans des produits plus industriels, peut-être un peu moins sexy. Et finalement, il s'avère que c'est tout aussi intéressant. Mais c'est ce qui me faisait hésiter. Et puis l'autre hésitation, c'était de dire passer derrière papa, quoi. C'était une responsabilité et euh, à la fois aussi un peu la facilité. Ça m'énervait un petit peu. Euh, mais bon, c'est pas si simple. Et puis la responsabilité familiale, on l'assume, quoi. Et Mais qu'est-ce qui a fait la différence au moment de votre prise de choix de décider de vous dire allez, j'y vais? c'est de dire tu peux pas rater une opportunité comme ça. T'as une opportunité. T'as une opportunité qui ne se reprécisera pas de prendre directement des responsabilités dans une entreprise bien organisée, bien sur ses marchés, solide. C'était une place rêvée quand même. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a des moments et puis il faut savoir la saisir parce que j'aurais pas pu, même ça fait 12 ans, même si j'étais parti de zéro, j'aurais jamais pu faire ça en 12 ans, quoi. Et au final, aujourd'hui, avec un petit peu de recul, c'était le bon choix de partir dans le groupe familial ou peut-être que vous auriez aimé lancer votre société à un moment? C'était très bon choix. C'était le très bon choix. J'ai changé le mode un peu de management dans l'entreprise. J'ai pas voulu du tout bouleverser l'entreprise dans son organisation, sur ses marchés et tout ça, parce qu'elle était bien organisée, bien structurée, puis elle était bien installée avec ses clients historiques, etc. Puis elle fonctionnait bien, elle était bien rentable, elle l'est toujours. Mais j'ai fait évoluer le mode de management et puis surtout j'ai entrepris dans de nouveaux projets et en partant de zéro, mais en utilisant les moyens mis à ma disposition, les moyens techniques et financiers de l'entreprise historique, quoi, l'entreprise familiale. Donc c'était le meilleur choix en fait. J'ai utilisé aussi l'entreprise familiale pour l'étendre et développer des nouvelles activités. Et vous nous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, mais prendre la suite comme ça de ses parents, de son père, ça doit pas être évident. Racontez-nous, ça, vous avez dû appréhender avant d'arriver à ce poste-là. Oui, en fait, c'est la responsabilité de se dire il y en a déjà eu 2 générations avant. J'ai pas le droit de me tromper parce que je vais être un peu la honte de la famille. Rapidement, l'actionnariat s'est simplifié. J'ai plus mes oncles et tantes, j'ai plus mes cousins cousines actionnaires d'entreprise. On est simplement actionnaire avec mon autre frère, mais qui est aussi présent dans l'entreprise à des postes techniques. Mais comment dire, il y a ce poids de cette responsabilité de dire on peut pas se rater, on peut pas se tromper. Et à la fois, je l'ai assez bien vécu parce que les choses se passent pas trop mal. Les gens ont confiance. Mon père avait fait un bon travail aussi. Enfin, mon père avait une entreprise. L'entreprise était bien rigoureuse, bien organisée, facile à diriger en fait. Il avait déjà pas mal, comme il arrivait proche de la retraite, il avait quand même mis une organisation qui faisait que l'entreprise était assez simple à diriger, bien organisée. Et donc, c'était finalement la tâche n'était pas si complexe que ça de reprendre derrière lui. Puis il m'a laissé rapidement,
dès quelques années, au bout de 3-4 ans, il m'a laissé rapidement monter au créneau, prendre un peu les rênes et au bout de 6-7 ans, il a quitté complètement l'entreprise. Oui, vous avez bien préparé le terrain. Ouais. Et justement, c'est pas difficile de se dire, est-ce que je garde le même chemin que mon père ou justement j'essaie de donner une nouvelle impulsion? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé déjà que avant de rentrer dans l'entreprise, les premières fois où j'en ai discuté avec mon père, je lui ai dit, écoute, si je viens, faut que tu comprennes que c'est une nouvelle génération et forcément il va y avoir un peu de changement et je vais peut-être pas être le même chef d'entreprise ou manager que tu étais. Et il a très bien compris, m'a fait confiance. J'ai un profil plus commercial que lui, beaucoup plus, mais je pense que autant lui, il avait besoin d'avoir un profil technique pour que l'entreprise aille bien, il y avait beaucoup besoin de la structurer derrière mon grand-père à ce niveau-là. Autant moi, j'avais besoin de la développer parce qu'elle était plutôt en train de ralentir commercialement. Donc ça allait plutôt bien que j'ai un profil commercial. La question était un peu de la transition, quoi. Ça s'est passé assez tranquillement avec les équipes en place. J'ai j'ai- j'ai fait changer beaucoup de choses dans le management, dans l'approche managériale, dans la hiérarchisation de l'entreprise, qui était une entreprise finalement quand même assez paternaliste, on va dire, et qui est devenue une entreprise peut-être avec une structure managériale plus traditionnelle, plus pyramidale, quoi, avec des, des- un top management, des managers intermédiaires, et ça fonctionne bien. Et comment elle a été vue votre arrivée au sein de l'entreprise même quand ils vous ont vu arriver? Quelles ont été les réactions? Les réactions étaient très bonnes. J'ai eu un super accueil. Déjà pour une raison toute simple, c'est qu'ils se sont dit, ah, il y a des enfants, on ne sera pas vendu à un grand groupe, ça va pas changer du tout au tout, ça va rester familial. Donc ça a été bien vu. Je dirais quand même que les changements de méthode de management et tout ça, pour certains, et notamment les plus anciens, c'est quand même des choses qui sont pas toujours faciles à intégrer et ils voient pas toujours forcément là où on veut aller. Peut-être force à nous de mieux communiquer avec nos équipes aussi, hein, c'est peut-être un défaut. Mais on a été quand même bien, enfin j'ai été bien accueilli. Au début j'étais seul, mon frère est arrivé quelques années après moi. Euh, mais j'ai été quand même bien accueilli, quoi. Et votre papa, j'imagine qu'il devait être assez fier passer les premiers temps et que vous deviez beaucoup discuter avec lui. Racontez-nous un peu comment ça se passe parce que lui, du coup, était plus dedans. Vous y étiez. Quelles étaient les discussions, ses réactions, peut-être ses conseils? Ouais, alors mon père, c'est pas un grand bavard, mais il était à la fois très content, je pense, et à la fois assez inquiet, parce que j'ai entrepris pas mal, j'ai investi pas mal, j'investis pas mal, je développe. L'entreprise a doublé de taille en 10 ans. Ça le dépasse un peu, il y a des moments, parce qu'il se dit à quoi bon. Mais bon, c'est ma manière de diriger l'entreprise et j'aime entreprendre. Voilà, je dirais que je le fais en mesurant les risques toujours, en faisant attention à ce que je fais, et dans un seul esprit, c'est de toujours plus consolider l'entreprise pour la disperser peut-être sur différents types de marchés, pour limiter le risque client, pour améliorer la compétitivité, etc. Donc on investit et on grossit dans un sens très logique pour nous, en tout cas une stratégie bien claire, euh, qu'il partage pas forcément, il n'est pas forcément au courant de tous les rouages maintenant, mais ça s'est bien passé, il m'a accompagné, il m'a surtout de temps en temps convoqué pour me dire là, d'après moi, tu fais erreur, ou là, t'es pas assez présent, t'es trop absent, tu te disperses trop, tu changes trop d'avis, d'idées. Voilà, il faut que tu te recentres ou des choses comme ça. Mais c'était assez bref, direct, comme il a toujours fait depuis que je suis gosse. Mais voilà, mais du coup, Et c'était important pour vous, justement? oui, bien sûr, je faisais attention quand il me disait ça, mais c'était des échanges assez courts, je faisais attention je comprenais le message en tout cas, voilà, donc j'en prenais compte. Et de se détacher justement de ça au fur et à mesure, ça n'a pas été compliqué? Non, pas du tout. Alors, lui, il a compris au bout d'un moment. Après, mon frère est arrivé en plus. Il a compris au bout d'un moment que j'allais m'en sortir, quoi. Que j'allais y arriver. Que je prendrais la suite et que ça se passerait. Donc,
Je pense qu'il a eu un peu un déclic au bout d'un moment en disant bon bah c'est bon, je crois qu'ils sont partis, c'est bon, ils vont se débrouiller. Et puis il a décidé du coup de transmettre l'entreprise aussi au niveau capitalistique quoi. Et puis et, et de ce jour-là, il a complètement lâché l'affaire. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans complètement qu'il est plus du tout présent. Euh, et il nous demande quelques nouvelles, mais par-ci par-là, il s'est complètement détaché maintenant. Et ça vous manque pas? Parfois, un petit peu. J'aimerais peut-être qu'il s'intéresse un peu plus, mais je comprends aussi qu'on peut difficilement être de bons conseils et être éloigné de l'activité au quotidien. Et si c'était à refaire toute cette histoire, vous changeriez quoi? Vous referiez de la même façon? Si c'était à refaire, je vois pas trop ce que je changerais, hein, parce que ça s'est tellement bien passé. Non, honnêtement, non, honnêtement, j'ai eu la chance d'arriver dans une entreprise bien structurée, bien organisée, où il avait pensé à beaucoup de choses pour nous, où il nous a laissé de la place, il m'a laissé la place. Non, j'étais bien accompagné. Je crois que si c'était à refaire, peut-être essayer de trouver plus tôt avec lui des missions dans lesquelles il aurait pu s'investir sur du plus long terme. Et puis je voulais parler aussi de la gazelle. Racontez-nous, c'est quoi la gazelle? Expliquez-nous. Ben, la gazelle, c'est ce qui nous a liés en premier avec mon frère, puisque la gazelle, donc mon frère Arnaud mon frère aîné, est parti après ses études, lui, en Afrique, s'installer, créer une société qui faisait de l'installation de systèmes solaires pour faire du pompage, une petite centrale solaire pour faire du pompage. Et puis, au fil du temps, il a aussi développé la fabrication de petites lampes solaires sur la base de petites lampes à pétrole. Et il en a fabriqué quelques dizaines de milliers. Et moi, je suis arrivé dans l'entreprise, il en fabriquait déjà là-bas au Burkina Faso. Et puis il m'a dit, puis on s'est dit ensemble, après il est allé le voir, il y a peut-être un truc à faire, à industrialiser, vu qu'on a des moyens industriels dans l'entreprise familiale, il y a peut-être quelque chose à faire en industrialisant la fabrication de produits solaires en Afrique. Et on s'est associés à ce moment-là, on a créé la Gazelle. Voilà, on a pris une agence de design, un bureau d'études, on a travaillé pas mal avec l'entreprise en interne et on a conçu une gamme de produits, ce coup-ci plus artisanaux mais industriels. Et donc on s'est mis à fabriquer des lampes par dizaines de milliers chaque année avec des composants faits en France et toute la partie fabrication des lampes, soudure des composants électroniques, assemblage, montage et tout ça fait en Afrique. Au Burkina Faso pour commencer, maintenant on en fait au Bénin, un petit peu au Sénégal. Et donc on a une branche Afrique de la Gazelle qui distribue des produits solaires sur le continent africain aux ONG via des réseaux de distribution pour que les gens s'éclairent dans leur quotidien, surtout les gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Ça a été une aventure. Déjà, le continent africain, c'est un continent à part, hein, quand même, qui est extrêmement pauvre, qui est extrêmement difficile à appréhender d'un point de vue logistique et industriel, puisqu'il n'y a pas d'infrastructure ou quasiment pas. Donc, on a décidé d'industrialiser localement. C'était dans l'objectif de créer de l'emploi et de se différencier de nos concurrents qui importent tout de Chine. Et je dirais que la réussite de notre projet, c'est qu'on a gagné notre pari sur la partie industrialisation. On a prouvé qu'il était possible de fabriquer des produits technologiques au fin fond de l'Afrique, si tant est qu'on s'y prenne bien. Par contre, on a des difficultés parfois logistiques, mais des difficultés qui sont d'ordre prix de revient, on va dire, puisque aujourd'hui, on arrive difficilement à se positionner de manière très compétitive. On est compétitif puisqu'on vend des produits, mais on n'est pas les moins 10 ans sur le marché et du coup, on perd des parts de marché par rapport aux Chinois. C'est malheureux parce que ça devrait aller dans le sens de développer de l'emploi local. Et malheureusement, il y a même des ONG, même des grandes organisations comme la Banque mondiale qui privilégient des produits chinois plutôt que de privilégier des produits made in Africa. C'est comme ça.
néanmoins, on a créé de l'emploi local et surtout on a distribué donc l'emploi local à peu près une trentaine d'emplois et distribué des dizaines de milliers de lampes à des familles qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc il y a un impact fort et on l'a fait aussi pour ça. En tant que chef d'entreprise, comment vous abordez la partie communication, marketing ? Alors c'est un sujet d'actualité chez nous puisque on tente de restructurer cette partie-là au sein de l'entreprise. Notre taille nous le permettait peut-être pas jusque-là. On n'a pas à proprement dit un service marketing. Ça nous fait défaut. On s'appuie sur une agence de communication et de conseil, qui est l'agence Exprimé du coup, qui nous accompagne au quotidien là-dedans, qui nous pique un peu en nous disant qu'on n'est pas suffisamment rigoureux, structuré, qu'on ne travaille pas assez sur nos stratégies de communication et marketing. Donc on travaille avec eux en ce moment pour justement mettre ça un peu plus en place chez nous. Moi, personnellement, j'ai conscience du manque dans l'entreprise, du manque de stratégie de communication et marketing au sein de mon entreprise, donc je vais y travailler. C'est pas évident à appréhender pour une PME industrielle, une petite entreprise, on est une centaine de personnes, c'est pas évident à appréhender pour moi, pour mes cadres, que ça a beaucoup d'importance de connaître ce monde-là, ce métier-là, donc c'est quelque chose qui a besoin de se mettre en place. Est-ce que ça se fera ? Je pense qu'un jour ou l'autre, on n'aura pas le choix que d'intégrer un directeur marketing au sein de notre organisation parce qu'on sent quand même que, même si on est bien accompagné par l'agence, évidemment, au quotidien, on sent qu'on a un manque, qu'on n'est pas encore assez structuré en interne. Merci Maxence Chaban et merci à tous d'avoir suivi cette première édition de notre tout nouveau podcast Parole aux PME. On vous donne rendez-vous dès à présent sur LinkedIn et Instagram pour suivre l'actualité de l'agence et nous vous communiquerons très prochainement l'invité du 2e épisode sur ces réseaux.